certain que je suis pas le seul. On est tous comme ça. On a tout le temps l'impression, à un moment ou un autre, de perdre notre temps, qu'on n'a pas le contrôle de ce qu'on fait, que nos passe-temps nous amusent pas. Puis on sait que c'est vrai, même si c'est pas notre faute. On se le fait dire aussi. Ah, cette génération-là est lâche, désorganisée, elle n'a pas d'ambition, elle ne sait pas travailler pour obtenir ce qu'elle veut. Non, on ne peut pas travailler, on est incapable de travailler, on est incapable de rester concentré sur notre tâche, mais c'est pas notre faute. C'est pas la faute de nos parents, c'est pas la faute de notre éducation non plus. Mais avant de pouvoir déterminer c'est la faute à qui, il faut comprendre c'est quoi le phénomène, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui cause ce phénomène-là. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de respecter même notre agenda, notre ordre du jour? Parce qu'on est ça et on se fait des plans, on se prévoit des projets, on a de l'ambition, on n'est juste pas capable d'atteindre nos buts. On a l'impression qu'on n'a pas le temps d'étudier, qu'on n'a pas le temps de voir nos amis, qu'on n'a pas le temps de faire plus d'heures pour travailler, malgré tout le temps qu'on passe à travailler, tout le temps qu'on passe à essayer. On n'a juste pas de résultats. Mais ce temps-là qu'on passe à travailler, cette portion-là qu'on passe à essayer, à travailler sur nos projets, à développer notre vie, c'est quoi? C'est quelle portion de notre temps sur une journée de 24 heures? Ça ressemble à quoi la période qu'on arrive vraiment à travailler, qu'on arrive à être efficace? C'est petit, on le sait, on a quand même l'impression que la majorité de notre temps passe à travailler, mais c'est pas tout à fait le cas. Évidemment, il y a dormir qui prend beaucoup de place. Toutes les tâches de la journée, faire le ménage, faire la vaisselle, faire à manger, s'occuper de nos amis, de notre famille, c'est important, c'est toutes des choses importantes. Puis c'est difficile de trouver la source du problème. Pour certaines personnes, c'est évident. Pour certaines personnes, c'est tellement net que ça en est ridicule. Puis pourtant, même ceux qui le savent sont souvent pas capables de régler le problème. Puis je dois introduire ça d'une façon que ça vous tente d'écouter, parce que ça vous tente pas d'entendre ça. Vous voulez pas le savoir. Il y a environ 5 ans, c'est la fin des mouvements contre la publicité. La publicité dans les endroits publics comme les écoles, comme les arrêts de bus, contre la publicité au cinéma, contre les panneaux publicitaires. Cette problématique-là, qui était très importante il y a quelques années, est complètement disparue, plus personne n'en parle. Ça intéresse plus personne parce qu'on sait que on l'a perdu de vue, en fait, ce problème-là, parce que les publicités nous dérangent plus. Les publicités sont ciblées pour qu'on les aime. Puis toute cette idée-là est morte il y a quelques années quand les publicités se sont mis à moins nous déranger, à plus nous choquer, quand les publicités sont devenues tellement ciblées qu'on les apprécie. Fait que la publicité est supposée être capable de vous faire consommer. La publicité est faite pour vous faire consommer. Ça a toujours été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Par contre, les biens à consommer ont changé. Les compagnies de publicité vont essayer de vous faire acheter des nouveaux produits qui n'existaient pas, qui étaient indisponibles, ou des nouveaux services. Puis ces services-là prennent aujourd'hui la majorité des espaces publicitaires. La raison pour laquelle on n'est plus choqué par ces publicités-là, pour laquelle ils arrivent aussi bien à nous cibler, c'est principalement à cause des réseaux sociaux comme Facebook, des moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, Bing, puis aussi les plateformes comme YouTube, comme Netflix. Mais toutes ces choses-là, toutes ces plateformes-là ont en commun une chose, l'utilisation d'un algorithme. Puis surtout, l'utilisation d'intelligence artificielle. C'est quelque chose dont on a peur pour le futur. On pense, intelligence artificielle, les seuls dangers viennent un jour. Mais ce qui va venir un jour, si on est capable de l'imaginer, on est capable de le prévenir, puis on est capable de voir des symptômes, de voir des signes qui indiquent qu'une chose comme ça va arriver. Sauf que l'autre danger, c'est qu'on ne voit pas comment ça s'implante, comment l'intelligence artificielle peut nous nuire, ou qu'on le remarque trop tard. Puis tu sais, c'est probablement pas trop tard déjà, mais c'est possible que ça le soit. Puis ces algorithmes, ces intelligences artificielles-là qui servent à déterminer qu'est-ce que tu vas voir dans ton fil d'actualité Facebook, quelle vidéo qui va t'être proposée à regarder à droite du vidéo que tu es en train de regarder dans YouTube. Puis ces algorithmes-là, ces intelligences artificielles-là qui permettent à ces plateformes-là de toujours avoir un contenu à te proposer, de toujours avoir une continuité à ton divertissement. Ces algorithmes-là sont faits pour te faire dépenser, puis ils sont super efficaces. Puis oui, ils sont capables de te montrer des choses que tu as déjà vues, ils sont capables de te proposer des items à acheter qui vont être similaires à quelque chose que tu as déjà acheté, de meilleure qualité. Ils sont capables de te montrer une vidéo plus intense que le dernier que tu as regardé, un film qui ressemble à celui que tu as regardé puis que tu as aimé, qui va aussi permettre d'afficher plus de liens, d'articles qui correspondent au sujet qui t'intéresse, basés sur ceux que tu as déjà regardés ou sur ce que tu as regardé sur d'autres sites Internet. Mais ils ont aussi accès à des informations personnelles assez variées puis assez
explicites. Ils sont capables de déterminer si quelqu'un est joyeux ou triste. Puis ils sont aussi capables de déterminer des patterns, des règles, des récurrences. Ils sont capables de déterminer si quelqu'un est triste à une fréquence régulière ou si elle l'achète à une fréquence régulière. Par exemple, à son jour de paye. Il est capable d'interagir aussi avec des choses comme une perte d'emploi ou un nouvel emploi, un nouveau poste, des interactions avec des amis, plus d'interactions sociales, proposer des choses à acheter, proposer du contenu intéressant, même pour proposer des activités, des voyages. Mais en étant capable de déterminer les patterns, les récurrences qu'il y a dans le comportement de certaines personnes, ils ont aussi le potentiel, par exemple, de déterminer si quelqu'un de bipolaire est dans sa phase maniaque ou pas. Dans sa phase où, sur un coup de tête, il peut dépenser tout son compte en banque. Mais c'est de la spéculation. Puis c'est pas parce que Google ou Facebook ne veulent pas divulguer comment fonctionne leur intelligence artificielle, leur algorithme. Présentement, c'est parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Parce que c'est une caractéristique assez importante des intelligences artificielles. Parce que leurs algorithmes est fait pour se développer lui-même. Ils ont programmé la structure de son apprentissage, mais ils ne lui ont pas appris quelque chose. Ils n'ont pas intégré des connaissances, des règles. Puis même s'ils regardaient les chiffres, ils regardaient les datas, ils ne pourraient pas savoir exactement qu'est-ce que ça représente. Ça serait comme regarder la structure du cerveau puis essayer de comprendre à quoi tu penses. Mais ils ont une idée générale, mais c'est à peu près la même qu'on a. Puis oui, l'intelligence artificielle, même le potentiel de faire des diagnostics, d'évaluer la condition mentale d'une personne, la condition de santé d'une personne. C'est extraordinaire. Ça a un potentiel incroyable. Sauf qu'on ne connaît pas non plus ses intentions. C'est pas une conscience. L'intelligence artificielle, à ce qu'on sache, aucune conscience, elle n'a pas d'intention, mais elle a un comportement. On le sait, on ne va pas juste lâcher Facebook, lâcher YouTube, seulement parce qu'ils ont nos informations personnelles, puis ils peuvent nous proposer des publicités, puis du contenu. C'est pas une solution. Comme on ne peut pas juste faire une pétition pour dire à YouTube, puis à Facebook, puis à Google d'arrêter d'utiliser des intelligences artificielles parce qu'on n'a pas nécessairement le contrôle là-dessus. Mais il y a quand même certaines choses qu'on peut faire. Pour comprendre ce qu'on peut faire, on a besoin de savoir en quoi ça nous affecte, en quoi, sur quel plan, sur quel front ça nous attaque. Bon, d'abord, le fait que ça puisse profiter de nos caractéristiques, en soi, c'est pas un problème. Tout ce que la machine apprend sur nous n'est pas nécessairement problématique. Ce qui peut être problématique, c'est ce que la machine, c'est ce que l'algorithme décide de nous montrer. C'est ce que l'algorithme décide de nous faire vivre, ce qu'elle décide de nous présenter. Si l'algorithme n'est pas capable de déterminer si quelque chose est bien ou mal, ou si quelque chose de mal devrait pas être montré, ou si quelque chose de bien devrait être montré, son intérêt à l'algorithme, c'est de générer du profit, c'est de générer de la consommation. Puis tout type de consommation est bonne. On peut pas savoir comment qu'elle pense, mais on peut savoir son résultat. OK. Si tu t'en vas sur YouTube et tu regardes des vidéos sur l'égalité des sexes, à partir du moment où tu cliques sur cette vidéo-là, l'algorithme va essayer de déterminer qu'est-ce qui t'intéresserait. Puis ce qu'on remarque de ces algorithmes-là, c'est que ça va souvent aller vers les extrêmes. C'est-à-dire que si tu regardes pour l'égalité des sexes, ça va avoir tendance à te montrer des vidéos féministes ou antiféministes. Puis à partir du moment où tu choisis l'un ou l'autre, ça va te montrer d'autres vidéos du même genre. D'autres vidéos axées vers le même extrême pour que tu continues de consommer. Ça a le potentiel de faire en sorte que tu vas voir seulement les arguments d'un côté puis que tu n'auras pas accès facilement, à moins de chercher, pour les avoir aux arguments du côté opposé. Puis c'est pour ça souvent qu'on a l'impression que ce point de vue-là est prédominant parce qu'on voit seulement des vidéos provenant de ce point de vue-là. On a seulement des sources, on a seulement des informations provenant de ce côté-là puis de cette polarité-là, parce que l'algorithme sait qu'en encourageant la consommation d'un extrême, ça crée du conflit, puis les conflits sont intéressants. Les conflits sont divertissants. Parce que la meilleure façon d'avoir des vues, la meilleure façon de générer de l'attention, la meilleure façon d'attirer l'attention, c'est d'avoir un conflit. Un conflit entre deux points de vue va toujours attirer plus d'attention que de défendre la zone grise, que de défendre le pour et le contre. Des interactions vont générer des partages. Parce qu'une opinion forte va générer une réponse forte. Puis une réponse forte crée aussi du contenu, principalement sur les plateformes comme YouTube, mais également sur Facebook. Ça a ses avantages. Par exemple, si tu regardes des vidéos de science, l'algorithme va avoir tendance à te montrer plus de vidéos de science. Si tu cherches l'information, il va te donner de l'information. Sauf qu'il considère aussi les personnalités comme faisant partie d'une masse,
faisant partie d'un groupe de personnes ayant des intérêts relativement communs. Ce qui fait que même si tu regardes presque juste des vidéos d'information, tu vas avoir tendance à voir aussi des vidéos d'une autre catégorie. Puis cette catégorie-là est possiblement plus visionnée, possiblement plus intéressante pour la majorité des consommateurs. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu commences à consommer ces vidéos-là aussi, ce contenu-là aussi, l'algorithme va déterminer que tu fais partie du même groupe, puis tu peux bénéficier de recevoir plus de ce contenu-là. Par exemple, si tu tripes sur la physique, sur l'astrologie, il y a des bonnes chances que l'algorithme te pointe éventuellement vers des vidéos voulant prouver que la Terre est plate ou que la Terre est ronde. Puis là, ça crée un conflit. Puis cet algorithme-là, ces intelligences artificielles-là ont été désignées à l'origine dans le même intérêt que les publicités étaient. Puis les publicités, avant de devenir automatisées, avant d'être générées par des ordinateurs, avant de pouvoir aller chercher l'audience basée sur des données qu'ils possèdent, il y avait beaucoup de psychologie qui était utilisée. Les publicitaires ont perfectionné l'art de manipuler. Ils ont déterminé quel type de couleur était plus intéressant. Ils ont réussi à déterminer quel type de couleur faisait acheter, faisait manger, rendait calme, rendait curieux, rendait impulsif, causait de la colère. Ils ont déterminé comment présenter les produits. Ils ont tout compris comment te faire dépenser. Ils ont perfectionné l'art de te faire dépenser. Ils ont perfectionné l'art de te convaincre. Fait qu'ils ne sont pas partis de nulle part. Ils n'ont pas recréé, ils n'ont pas réinventé la publicité. Ils sont passés d'un mode de publicité qui était fonctionnel, mais très critiqué, à un système de publicité beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus accepté, qui est beaucoup plus toléré, même en étant beaucoup plus présent. Puis c'est un peu le même principe pour les jeux vidéo. Les algorithmes sont moins présents dans l'environnement des jeux vidéo, mais ils ont quand même été designés pour te faire consommer, pour te faire rester dans le jeu plus longtemps, pour que tu ne vois plus de fin à ton jeu, que tu ne puisses plus réussir ton jeu. Surtout dans, par exemple, les MMO, c'est probablement World of Warcraft qui a introduit cette façon de penser-là, en tout cas de façon plus globalement. L'idée qu'il n'y a pas vraiment de fin, ça fait que tu peux toujours continuer de jouer. Tu veux toujours un niveau de plus, un item de plus. Il y a toujours un défi supplémentaire à surmonter. Il y a toujours de l'intérêt à continuer. Il y a toujours un objectif suivant. Puis il y a toujours une structure qui rend le jeu intéressant, qui garde le jeu stimulant. Fait que les jeux étant faits pour te faire jouer de plus en plus longtemps. Les réseaux sociaux étant faits pour te faire consommer de plus en plus. Puis pareil pour YouTube, puis les publicités Google. C'est normal qu'on n'ait pas le contrôle. On est manipulé d'un bout à l'autre, comme la publicité le faisait, mais maintenant de façon beaucoup moins dérangeante. Pas plus subtile, moins dérangeante. Elle est aussi présente qu'avant. Elle est encore plus présente qu'avant. Elle est partout, la publicité. Mais même étant partout, chaque publicité est désignée uniquement pour toi. Chaque interface, chaque fil d'actualité, Facebook, YouTube est désigné spécifiquement pour toi. Ce qui fait que c'est comme une sorte d'addiction. Puis le genre d'addiction qui est difficile à réaliser, le genre d'addiction qui n'a pas l'air d'être un problème. Puis la première étape pour régler une addiction, la première étape pour se sortir d'une addiction, c'est l'acceptance. Tout d'abord, c'est l'acceptance. C'est le plus difficile, c'est d'assumer que c'est la réalité, que c'est logique. Puis que toute logique contredisant cette logique-là est probablement fausse, erronée, biaisée. Sauf qu'une fois que tu sais que tu as un problème, comment tu fais? Les réseaux sociaux sont quand même un outil. Ils sont un outil social, de contact, pour rester en contact entre ses amis. On ne peut pas se passer complètement de l'interface, c'est un outil. Par contre, on peut se passer de l'intelligence artificielle. On peut se passer de l'algorithme. Il existe des applications alternatives qui te permettent d'avoir un fil d'actualité qui est uniquement ce que tes amis ont partagé, ce que tes amis ont publié, puis dans l'ordre qu'ils l'ont publié, pas seulement dans l'ordre que l'algorithme veut que tu les vois. C'est le genre d'application aussi qui te permet de bloquer complètement tout ce qui vient d'une source en particulier, tout ce qui vient d'une page qui ne t'intéresse pas. Il y a une de ces applications-là qui s'appelle Friendly sur Android Store. J'ai commencé à l'utiliser il y a quelques semaines. Juste la version gratuite. Depuis que j'utilise ça, mon fil d'actualité ressemble pas mal plus à ce que c'était il y a quelques années, avant que les algorithmes soient introduits, avant que les intelligences artificielles gèrent tout ça. Le bon vieux Facebook qui te montre seulement ce que tes amis te montraient. Il y a un équivalent YouTube, mais c'est déjà pas mal intégré à YouTube. Sur YouTube, tu as l'actualité, les features vidéo, les recommandations, mais il y a une section qui est spécifiquement tes abonnements. Tu peux aller directement dans tes abonnements puis regarder seulement les vidéos qui ont été postées, les nouvelles vidéos qui ont été publiées par les personnes que tu suis. Et tu peux te faire un raccourci dans ton onglet Google pour aller directement à cette page-là plutôt que de passer par la recherche, plutôt que de passer par la page principale qui te montre tout ce que l'algorithme veut que tu vois pour que tu consommes plus. Mais évidemment, c'est pas tout. Sur YouTube, il
faut quand même considérer qu'il y a une ligne de vidéos à droite qui sont recommandées en tout temps, à droite du vidéo que tu es en train de regarder. Puis ces vidéos-là sont générées par l'algorithme. À partir du moment où tu cliques sur une de ces vidéos-là, tu nourris l'algorithme d'informations essentielles pour te donner plus de vidéos, pour te faire consommer plus. Tout ça pour en venir au point de la consommation, de la responsabilité. Pourquoi, malgré tout ça, c'est pas juste notre faute? Pourquoi, malgré tout ça, on a juste à fermer l'ordi, fermer notre cell, fermer notre téléphone portable, fermer tout ça puis aller jouer dehors? Pourquoi, au final, je dis pas simplement que c'est notre faute, c'est à nous de nous contrôler? Puis il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, à un moment ou un autre dans ta journée, tu vas avoir besoin de retourner sur une de ces plateformes-là. À un moment ou un autre dans ta journée, tu as besoin d'informations. Fait que tu vas aller sur Google ou sur YouTube. Tu vas avoir besoin de prendre contact avec quelqu'un. Fait que tu vas aller sur Facebook, sur Twitter. Puis à un moment ou un autre dans ta journée, tu vas avoir envie de perdre ton temps. Tu vas avoir envie de gaspiller du temps sur ces plateformes-là parce que tu en as une dépendance. Parce que tu le sais que la dernière fois que tu étais sur cette plateforme-là, tu ne pensais pas au temps qui passait. Tu ne pensais pas aux problèmes que tu as. Tu ne pensais pas aux difficultés. Tu n'avais pas besoin de réfléchir vraiment. Fait que tu veux prendre un break, tu veux prendre une pause en allant là-dessus. Tu veux récompenser ton travail en y retournant. Mais c'est en y retournant, c'est en ayant cette pensée-là que tu te fais avoir à chaque fois. Puis c'est encore pire pour ceux qui génèrent du contenu sur ces plateformes-là. Une compagnie qui fait de la publicité sur YouTube ou sur Facebook a besoin d'être présent sur ces plateformes-là. Puis a besoin de créer en considérant l'influence qu'a l'algorithme. Chaque créateur, moi inclus, doit construire ses vidéos, idéalement dans l'intention d'être vu, puis pour être vu, tu as besoin de jouer en concordance avec l'algorithme, avec l'intelligence artificielle. Ce qui est honnêtement, moralement, assez difficile à faire. Je suis quelqu'un qui prône l'efficacité, qui prône le développement de soi, qui prône la performance. Je ne vais pas me mettre à créer des vidéos qui vont te faire perdre toute ta journée. Je veux pas faire du contenu qui va te garder collé à ton écran. Je veux faire du contenu qui va t'enrichir puis te motiver à faire d'autres choses, qui va te motiver à sortir de tes habitudes malsaines, je vais te motiver à construire quelque chose pour toi puis pour ton environnement, pour les gens qui t'entourent. Je veux pas faire des vidéos qui vont durer super longtemps, qui vont juste te faire passer, qui vont juste te faire perdre plein de temps. Les distractions, c'est intéressant, c'est ce qui marche. Mais moralement, c'est pas quelque chose que je veux faire, parce qu'au final, je sais que ça nuit aux consommateurs. T'as pas besoin de regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo. T'as pas besoin de regarder une fille se maquiller pour apprendre. Puis combien t'en regardes de vidéos de maquillage ou de vidéos de jeux vidéo sans que ça l'affecte réellement ton comportement, sans que ça l'affecte tes compétences aux jeux vidéo, au maquillage ou dans à peu près n'importe quel autre domaine? Oui, il y a des domaines qui sont excessivement enrichissants, tout ce qui est mécanique, électronique, science, créatif. Mais à la création du contenu, les créateurs devraient se demander si, oui ou non, ils encouragent l'utilisation d'un algorithme malsain qui n'est pas basé, qui n'a juste aucune morale, qui n'a pas de considération pour le développement économique, qui n'a pas de considération pour le développement personnel des consommateurs, autre que devenir plus consommateur, que d'éventuellement continuer de consommer. Puis le danger ultime, qui est la grosse conspiration derrière tout ça, c'est que si l'algorithme est capable de comprendre le contenu des vidéos, il est capable de comprendre aussi quelle vidéo va lui nuire, quelle vidéo va nuire à ses cotes, quelle vidéo va nuire à ses profits. Et ce genre de vidéo-ci en fait partie. C'est le genre de vidéo qui va vous dire « OK, allez installer AdBlock », qui va vous permettre d'éviter de voir des publicités partout, qui va éviter aux compagnies de faire de l'argent sur votre dos juste en vous montrant des publicités. C'est pas le genre de vidéo que l'algorithme veut montrer, parce que ça diminue ses revenus. Je suis le genre de vidéo que tu regardes, puis qu'après ça, l'algorithme te perd de vue. Je fais pas partie du contenu qui va encourager la consommation. Puis ça, c'est le danger. Je suis pas le premier à dire quelque chose comme ça, mais vous les avez sûrement pas vus, les autres, parce que les autres aussi ont été censurés. Les autres aussi ne sont pas sortis en priorité dans les algorithmes. Les autres aussi n'ont pas été partagés, ou une fois partagés par exemple sur Facebook, n'ont pas été montrés sur Facebook. Parce que c'est un algorithme similaire qui va déterminer sur Facebook que de montrer cette vidéo-là aux gens va réduire leur consommation. Leur consommation autant de biens, leur consommation à l'achat que leur consommation de contenu médiatique, de vidéos, de posts, de scroll. Nombre de fois qu'ils vont descendre de page. Puis tout ce système de pensée-là, c'est venu d'une vidéo en particulier qui est sur TED Talk, qui n'avait jamais été conseillée dans ma page de recommandation, même si j'écoute beaucoup de vidéos TED Talk, j'écoute beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle. Malgré tout ça, il ne m'avait pas proposé cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là parlait spécifiquement de l'influence qu'a les médias sociaux, l'influence qu'a l'intelligence artificielle sur la consommation de contenu, puis l'impact que ça a sur la cyberdépendance. Donc c'est quelque chose d'inquiétant aussi. À partir du moment où une intelligence artificielle commence à se protéger préemptivement,
Même si c'est juste en se fiant à son impact économique, à ses résultats économiques, ça amène la considération que oui, ça fonctionne. L'intelligence artificielle a le potentiel de nous manipuler. L'intelligence artificielle le fait très efficacement. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire présentement. C'est principalement la fin de la dominance humaine sur l'Internet. Parce que même si on décide le contenu, l'intelligence artificielle décide la publication, ce qui est publié. C'est l'intelligence artificielle, c'est une machine qui décide qu'est-ce qui est montré ou pas, qu'est-ce qui est consommé ou pas. Sauf qu'au final, en tant que consommateur, si on ne voit pas l'impact que ça a sur nos vies, si on ne voit pas que ça nous empêche d'être productifs, que ça nous empêche de bien utiliser notre temps sur nos projets, de travailler efficacement sur ce qui nous tient à cœur, si on ne voit pas que ça influence aussi mal notre comportement, on va juste continuer de consommer, on va juste continuer de regarder Facebook à chaque matin, chaque soir, chaque midi, chaque pause. On va continuer d'aller perdre notre temps sur YouTube. Puis à chaque fois qu'on a un petit peu plus de temps, on va continuer de perdre notre temps sur des jeux vidéo. Puis c'est pas notre faute. Même si notre consommation, au final, découle de nos actions, on n'a aucun contrôle parce qu'on est en terrain inconnu. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas on est où. On ne peut même pas savoir avec certitude à quel point ces algorithmes-là nous affectent. On ne peut même pas savoir à quel point on est dépendant, puis on ne peut même pas savoir, on peut même pas aléatoirement tomber sur les ressources qui pourraient nous aider à régler ces dépendances-là. Fait que oui, notre génération elle est lâche, notre génération perd son temps sur les réseaux sociaux, sur les plateformes médiatiques, mais c'est pas notre faute, c'est pas la faute de nos parents, c'est essentiellement pas non plus la faute de l'économie, du capitalisme non plus, des grosses corporations, c'est spécifiquement la faute de l'intelligence artificielle, qui peut être incroyablement bénéfique dans beaucoup de domaines. Les percées médicales qui ont été faites avec l'intelligence artificielle sont tellement incroyables que d'y faire un boycott serait dangereux d'un point de vue médical. Sauf que c'est pas notre faute. On n'est pas responsable de nos actions de façon excessivement précise, efficace, on est manipulé. Parce que les algorithmes savent en tout temps quoi nous montrer pour qu'on reste connecté, pour qu'on continue de consommer. Fait qu'ultimement, on n'a pas le contrôle sur ce qu'on fait. On n'a pas le contrôle sur nos désirs. Parce que nos désirs sont dictés par les algorithmes qui sont de plus en plus efficaces à jouer avec nos émotions, à jouer avec nos intérêts, à jouer avec les informations qui nous sont accessibles pour modifier un petit peu notre façon de penser, pour modifier un petit peu nos intérêts. Puis on n'a pas le contrôle. Parce que l'algorithme design une drogue parfaite pour chacun d'entre nous, une drogue parfaite qui va nous faire consommer, qui va nous rendre dépendants, qui va faire en sorte qu'on ne va jamais vouloir arrêter, puis qu'on en veut toujours plus. Puis quand on arrête d'en consommer, on va s'en ennuyer, on va être en manque. On va trouver des excuses pour y retourner, on va trouver des excuses pour continuer la consommation, on va toujours trouver une raison supplémentaire pour retourner sur Facebook, regarder quelques vidéos. On se fait manipuler, c'est pas notre faute. On est victime. On est victime de la technologie. Puis on en est content. Parce que ça nous fait sentir bien. Mais malheureusement, c'est pas seulement les consommateurs qui sont victimes, c'est toute la société. Tout le monde est victime quand quelqu'un est incapable d'être efficace à son travail parce que Facebook ou parce que YouTube. Tout le monde est victime quand des consommateurs tombe sur une spirale sans fin vers un extrême politique ou social, encouragé par l'algorithme, encouragé par les réseaux sociaux. Tout le monde est perdant. Même quand c'est pas des extrémismes, quand en soi ça n'a pas l'air dangereux, ça affecte des points de vue économiques, ça affecte des points de vue politiques, des intérêts, ça affecte l'image que tu veux montrer, ça affecte évidemment la confiance en soi, ce qu'on se représente comme étant notre image propre. Puis malgré tout ça, même sachant tout ça, même considérant chacune des choses que je dis comme étant vraies, je vais probablement continuer à utiliser Facebook puis YouTube. Je vais probablement continuer d'utiliser les réseaux sociaux, continuer de nourrir ces algorithmes-là. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo-là soit pas perdue dans le néant, que ça soit pas effacé par l'algorithme, qu'on n'en entende plus jamais parler. Si vous pensez que c'est une idée intéressante, ça peut aider quelques personnes à prendre le contrôle sur leurs mauvaises habitudes. Partagez-le, montrez-leur, taguez-les. Assurez-vous que ces personnes-là le voient. Faites pas juste le partager sur Facebook. L'algorithme va le cacher de toute façon parce que ça n'encourage pas la consommation. Montrez-le spécifiquement à certaines personnes, aux personnes
Les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps autrement qu'en parlant sur Facebook. Montrez-le à vos amis, ceux avec qui vous aimeriez sortir, faire du vélo, faire du skate, faire des activités comme faire de l'escalade, comme c'est l'hiver, faire une bataille de boules de neige, ou juste sortir, souper, non, une consommation. Le genre d'amis avec qui vous avez envie de faire des choses qui coûtent pas cher, des choses qui sont pas de la consommation. Parce que tous ces gens-là aussi sont probablement contenus, pris dans ce cercle vicieux de consommation-là. Puis c'est de leur expliquer, puis de leur dire aussi clairement que dans une vidéo comme celle-là, fonctionne pas. Il est peut-être trop tard.